Et si pour une fois, c'était les méchants qui gagnaient? Dans les films, les gentils s'en sortent toujours bien, mais la vraie vie est rarement aussi sympa. Vous avez adoré notre première vidéo, on vous parle de 5 nouveaux films qui ont le courage de faire triompher leurs vilains. Oldboy. Lui, c'est Audace, et il passe une mauvaise journée. Le soir du 4e anniversaire de sa fille, on le kidnappe, on tue sa femme et on l'enferme dans une chambre d'hôtel pendant 15 ans. Au début, il se laisse aller et tente même de mettre fin à ses jours. Mais le souvenir de sa fille le fait tenir. Il s'entraîne, il fait des pompes et il tente même de creuser un tunnel pour s'échapper, quand soudainement, on le relâche. Avec l'aide de Mido, une jeune cuistot, il essaye de retrouver sa fille et de se venger de celui qui lui a volé 15 ans de sa vie. Ça commence par retrouver l'hôtel, on l'a enfermé et défoncé une horde de Yakuza dans la meilleure référence à Street of Rage de l'histoire du cinéma. De la bouche du gardien, il apprend que son kidnappeur est un riche businessman du nom de Lee Woo-jin. Ce dernier lui donne 5 jours pour comprendre pourquoi il a été emprisonné, sinon il tuera Mido. Pourquoi elle? Eh bien parce que entre-temps, Dae-se et elle ont formé un lien, voilà. Celui-ci se rappelle que Lee Woo-jin était en fait un de ses anciens camarades d'école. Un soir, il l'a surpris en train de refaire l'épisode 1 de Game of Thrones avec sa sœur. La rumeur s'est propagée jusqu'à ce que la sœur, accablée, se tue. On pensait que c'était Dae-su qui voulait se venger, mais depuis le début, il ne faisait que subir la vengeance de son ancien camarade. Et son plan, il l'a bien préparé. Quand Dae-su arrive jusqu'à lui, il lui donne un album de famille. À chaque photo, sa fille grandit jusqu'à ressembler à Mido. Tout était prévu. Tout ce temps, le méchant avait les héros dans la paume de sa main. Il a hypnotisé Mido pour qu'elle tombe amoureuse de son père, et maintenant c'est Dae-su qui doit le supplier de ne pas dire la vérité à sa fille. Il se met à 4 pattes, il fait le chien et se coupe la langue. Bon appétit. Lee Woo-jin a eu ce qu'il voulait. Il épargne Mido et sa vengeance accomplie, il part rejoindre sa sœur dans l'au-delà, laissant son ennemi brisé à jamais. Finalement, Dae-su arrive à retrouver l'hypnotiseuse et lui demande de lui faire oublier le fait que Mido soit sa fille. Elle finit par accepter, les deux se retrouvent, s'embrassent, Dae-se sourit, mais son expression se transforme lentement. Comme nous, il sait que quelque chose ne va pas. Même si Lee Woo-jin est mort, il a gagné. Sa vengeance s'est accomplie, il a détruit la vie du héros. Jamais on ne saura s'il s'en remettra. Fin. Acclamé de partout, très vite, le film fait le tour du monde et devient un classique, au point où les autres veulent le refaire. Bollywood tente d'abord d'en faire un plagiat en douce et se prend un procès, puis en 2013, Hollywood engage Spike Lee pour en faire une version américaine. Dae-su devient Joe, il est enfermé pendant 20 ans au lieu de 15 et Mido s'appelle Marie. L'histoire est plus ou moins la même à un détail près, la fin. Au lieu de se faire hypnotiser, Joe décide de se refaire enfermer. Une manière d'expier le fait d'avoir fait touche pipi avec sa fille. Et bien joué Hollywood, t'as rien compris au film. La grande force d'Oldboy, c'est qu'il n'a pas peur de nous montrer des choses dures. Une vraie fresque du cœur humain et de toutes ses parties sombres. Dae-su est un des héros les plus tragiques du cinéma. Il traverse l'enfer, il perd tout ce qu'il aime et il est obligé de finir ses jours dans le mensonge. A l'inverse, Joe finit par trouver la paix. Alors oui, il s'isole, mais c'est de sa propre volonté pour protéger sa fille. Ça fait de lui un héros altruiste, à des années-lumière de ce que Oldboy voulait dire à la base. C'est une des raisons pour lesquelles de plus en plus de gens préfèrent le cinéma coréen. Parasite, Memories of Murder, plus audacieux, leurs films n'ont pas peur de nous montrer les tréfonds du cœur humain. A l'inverse, pour certains, Hollywood a de plus en plus de mal à écrire des personnages aussi subtils. Surtout les méchants. Par exemple, en ce moment, l'ASF, c'est un désastre. Regardez le colonel d'Avatar 2 ou alors David de Alien Covenant, les films passent des heures à philosopher et nous les montrer sous toutes les poses pour montrer bien à quel point ils sont profonds et subtils, alors qu'en vrai, au final, ils racontent pas grand-chose. Si on veut des bons méchants, il faut se tourner vers des experts en scénario. Et c'est là qu'arrive Honkai Star Rail. Après avoir retourné le cerveau de tout le monde avec Genshin Impact, MiHoYo revient avec son nouveau RPG gratuit sur PC et mobile. Réveillé par une femme mystérieuse, on part à l'aventure à bord d'un train stellaire qui parcourt la galaxie. 80 millions de téléchargements en 5 mois. En plus du jeu, si ça cartonne, c'est grâce à ses cinématiques de folie. Dynamique, efficace et rythmée par une bande son épique, ça pourrait être une vraie
vraie série animée. C'est du tour par tour, plus facile à prendre en main que Genshin Impact. Pour l'instant, 20 personnages sont jouables et de nouveaux arrivent très vite comme un Bibitor Lunae. Élégant, mystérieux, on le connaissait comme l'archiviste de l'Astral Express, en fait, il descend d'une lignée de dragons. Superbement écrit et dévastateur en combat, ses attaques d'eau successives font des dégâts énormes. Avec l'arrivée de la 1.3, il y a un nouveau mode de jeu et une tonne de récompenses. Télécharge le jeu et utilise ce code pour avoir 50 Stellar Jade. Et si tu te connectes 7 jours d'affilée, c'est 10 passes spéciaux pour débloquer un perso super rare. Le lien en description ou en scannant ce QR code, essaye Honkai Star Rail, une des meilleures expériences RPG du moment. Rosemary Baby. DiCaprio a raison, à la fin des années 60, on n'avait qu'un seul mot à la bouche, c'était Rosemary Baby. Réalisé par un mec dont je vais pas dire le nom parce que sinon Théromique va m'engueuler, on nous raconte l'histoire de Rosemary et Guy, deux mariés qui emménagent dans un nouvel appartement au cœur de New York. Rapidement, des choses étranges chamboulent la vie de Rosemary. Son ami se donne mystérieusement la mort et ses voisins se font de plus en plus intrusifs. Parallèlement, Guy, acteur de seconde zone, décroche le rôle de sa vie et il veut célébrer ça en faisant un enfant. Ok. Tout le monde les encourage, particulièrement les voisins qui insistent pour que Rosemary porte un collier porte-bonheur qui sent pas bon et boive des smoothies un peu trop granuleux. Une nuit, elle fait un rêve, elle a l'impression de voir le diable s'approcher d'elle et là, voilà, le lendemain, elle se réveille couverte de cicatrices. Guy lui dit que c'est lui et dans la nuit, une petite envie lui a pris et donc pendant qu'elle dormait, il l'a... voilà. Et ça ne fait qu'empirer. Rosemary apprend qu'elle est enceinte, mais sa grossesse se passe mal. Les voisins sont de plus en plus présents et son mari les aime de plus en plus, au point d'aller régulièrement les voir en secret. Rosemary les soupçonne d'être des satanistes, qui ont converti Guy et qui ont très envie de faire quelque chose avec son bébé. Mais c'est trop tard, elle est complètement piégée. Quand elle tente de s'enfuir voir un docteur, on la restreint. Paniquée et en souffrance, elle accouche dans le coma. À son réveil, on lui dit que le bébé était mort-né, mais Rosemary n'y croit pas. Elle entend des pleurs au loin. Dans l'appartement des voisins, un berceau avec une croix retournée. À l'intérieur, son enfant, avec des yeux noirs comme l'enfer. Tout le monde révèle son vrai visage. Elle était bien au cœur d'un culte sataniste et vient de donner naissance à l'antéchrist. Mais contre toute attente, Rosemary reste et s'occupe de son enfant. Elle qui aurait toutes les bonnes raisons de s'enfuir et de les dénoncer, elle laisse les satanistes gagner, et alors pourquoi? Eh bien Rosemary Baby a une approche très terre-à-terre de l'horreur. Pas de vampires ou de gros monstres, ce qui fait peur c'est le monde moderne. Le diable se glisse dans l'ordinaire, derrière les faux sourires et ceux qui se présentent comme tes amis. Ça se voit surtout dans la forme du film. Peu de montage, mais avec des plans très longs avec beaucoup de mise en scène. On cherche toujours à nous montrer le monde au travers des yeux de Rosemary. Au début, une jeune fille innocente et épanouie, et lentement, elle perd complètement le contrôle sur sa vie. Ses voisins la privent de son intimité, son mari la restreint de plus en plus. Progressivement, l'étau se resserre, et quand elle comprend qu'elle doit s'enfuir, il est déjà trop tard. Si à la fin elle reste et s'occupe de son fils, c'est parce qu'à ce stade, elle a déjà perdu toute indépendance. À sa sortie, le film fait beaucoup parler de lui. En 1968, la féminité et le contrôle, c'est des thèmes qui résonnent avec les débats du moment, principalement sur la prise de la pilule, une grosse nouveauté qui faisait polémique en France à l'époque. Progressiste pour certains, trop conservateur pour d'autres, le film a réussi à poser des questions et à inspirer un grand nombre de piliers de l'horreur. 5 ans plus tard, le monde est secoué par L'Exorciste, le descendant direct de Rosemary Baby. De l'horreur très contenue, centrée autour d'un concept simple qui surgit du quotidien. Rosemary Baby a marqué son époque, et même s'il a un peu vieilli aujourd'hui, ça reste un classique, l'une des clés de voûte de l'histoire d'Hollywood. Destination finale. Ça, depuis 2001, on ne peut plus le voir au cinéma. Pourtant, c'est la scène qui a fait le succès de Destination Finale. Alex est un étudiant qui s'apprête à s'envoler pour Paris quand il a un rêve prémonitoire. L'avion va exploser. Il sort en trombe et emporte avec lui plusieurs camarades. Personne ne le croit jusqu'à ce que sa vision se réalise. Les 6 lycéens et leurs professeurs ont échappé à la mort. Un homme mystérieux vient les voir, ils sont allés à l'encontre de leur destin, la mort va venir les chercher. Pas de mec avec un grand couteau et un masque d'Halloween, ici, la menace est abstraite. C'est l'originalité du film, on sent que c'est l'univers lui-même qui veut la peau des personnages. Todd, le meilleur ami d'Alex, est le premier à y passer. Alors qu'il est tranquille dans sa salle de bain, un filet d'eau se met discrètement à sortir des toilettes. Il le suit vers la baignoire jusqu'à le faire glisser. En tombant, le fil à linge s'enroule autour de la gorge de Todd et l'étrangle. L'eau se retire comme si elle n'avait jamais été là. C'est bien une force mystique qui en veut au protagoniste. Alex et les autres tentent de s'en sortir, mais se battre
contre l'univers tout entier, c'est dur. Une des lycéennes se fait percuter par un bus, la maison du prof explose, c'est la panique. Alex se barricade pour éviter tout danger, mais au dernier moment, il va rejoindre sa copine qui se fait pourchasser par la foudre. Parce que visiblement, la mort, elle en a eu marre d'être subtile. Elle finit piégée dans sa voiture, entourée de câbles électriques. On va pas se mentir, il y a pas beaucoup de chances de survie, mais il y a une manière de s'en sortir. Alex comprend que la mort suit des règles. Dans le flash du début du film, ses amis sont morts dans un ordre bien précis. Du coup, si lui, censé mourir en dernier, se sacrifie, alors tous ses amis seront sauvés. Il attrape le câble, grosse explosion, et 6 mois plus tard, il est encore en vie. Attendez, c'est quoi? C'est un Deus Ex Machina? Alors non, vous inquiétez pas, la mort a juste fait un petit break, l'enseigne d'un hôtel lui tombe dessus, un des autres survivants le sauve de justesse, mais meurt à sa place. Le film se termine là-dessus, mais on sait que le danger rôde toujours. La mort les guette et elle les emportera tous. Une fin choc, mais qui fonctionne. 111 millions au box-office pour un budget de 23, c'est un vrai carton. En plus de son concept original, le film maîtrise parfaitement la technique de l'élastique. On ne sait jamais comment les personnages vont mourir. À un moment, l'un d'entre eux est bloqué sur les rails, incapable de sortir de sa voiture alors qu'un train arrive. On se dit, allez, c'est bon, c'est fini pour lui, mais à la dernière seconde, un de ses potes le sauve avant de se faire décapiter par un débris. La menace est partout. On ne sait jamais où et quand elle va frapper. C'est extrêmement prenant. C'est aussi le début d'une longue série, 5 films et un 6e qui arrive bientôt, tous avec le même concept en ajoutant chacun leur variation. Dans le 5e, c'est un groupe de collègues qui échappe à la destruction d'un pont. Dans le 2e, les héros doivent protéger l'une de leurs amies pendant qu'elle accouche pour mettre fin au cycle, car seule la vie peut briser la mort, je suppose. Mais aucun n'est aussi dur que le premier. En rajoutant des règles, il donne aux héros un espoir de s'en sortir. On perd un peu cette impression d'être impuissant face au monde entier. Aujourd'hui, on sent que les derniers sont faits presque uniquement pour créer des moments chocs, avec des morts toujours plus brutales qui tournent sur internet. Et en jouant au jeu du buzz, ils perdent le côté iconique qui a fait la force du premier. No Country for Old Men. Qui est le méchant le plus terrifiant du cinéma? Un gros monstre? Un seigneur diabolique? Eh ben non, c'est lui. Le plus gros que vous ayez perdu, un pile ou face. Anton Chigurh. Si tu le croises, fais tes prières. Heureusement, au début du film, un policier l'attrape, mais dès qu'il a le dos tourné, Anton l'étrangle et s'enfuit. Il tue un passant avec une bouteille d'air comprimé, lui vole sa voiture, avant de s'arrêter prendre de l'essence pour jouer à pile ou face avec la vie du pompiste. S'il fait tout ça, c'est parce qu'il est à la recherche de Llewellyn Moss, un chasseur qui, dans le désert, est tombé sur les restes d'une fusillade. Au milieu des morts, il tombe sur une mallette avec 2 millions de dollars qu'il décide de garder. Également à ses trousses, Bell, un vieux shérif du Texas qui veut mettre un terme à tout ça. C'est le début d'une course entre 3 chasseurs, 3 icônes du Far West. Malheureusement, à ce jeu-là, Anton est bien plus fort. Il a toujours un coup d'avance sur les autres, Bell n'arrive jamais à l'attraper, il finit par retrouver Moss et le tue, ainsi que tout un tas de gens sur son chemin. Il revient ensuite pour sa femme, comme au début du film, il lui propose de jouer sa vie à pile ou face. Elle refuse, si elle doit mourir, ce ne sera pas parce qu'elle a manqué de chance, mais c'est parce qu'Anton aura choisi de la tuer. La scène se coupe, Anton sort de la maison sans qu'on sache ce qui s'est vraiment passé. Il monte dans sa voiture et se fait renverser. Alors est-ce que la mort est finalement venue pour lui aussi? Non. Il s'en sort et le bras en sang, il repart impuni. Bon, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Si le film a été aussi acclamé, raflant 76 récompenses, 4 Oscars dont celui du meilleur film et 2 Golden Globes, c'est pour son méchant, Anton. Des mots de son acteur, Anton n'est plus qu'un simple méchant, c'est un symbole, un être glacial et inarrêtable, partout où il va, il apporte la mort. Son calme, sa démarche, sa voix, c'est lui, le faucheur, qui punit les mortels et qui les envoie dans l'au-delà. Tout est fait pour le rendre iconique. La plupart du temps, on ne voit pas son visage, et quand il affronte Moss, c'est une ombre toujours prêt à bondir. Quand on le voit, il est calme, il sait tout, et paradoxalement, on le file de manière très ordinaire. Pas de grosses contre-plongées ou de zoom, il est toujours à hauteur d'homme, ça lui laisse toute la place pour déployer son jeu d'acteur. C'est pour ça qu'Anton s'en sort, il n'a pas de but parce qu'il est une conséquence. Il apparaît dans un monde obsédé par l'argent. Moss est le héros, pourtant pour récupérer ses 2 millions, il laisse un homme mourir. Il n'avait pas non plus de problème d'argent, mais il n'a pas hésité à mettre sa femme en danger pour s'accrocher à son butin. Anton vient donc comme une punition qui frappe les hommes corrompus par l'argent. Il incarne toutes les facettes de la mort, absolue, imprévisible et hasardeuse. Le seul qui l'épargne, c'est Bell, le shérif, le seul homme juste qui ne cherchait pas Moss pour son argent, mais pour le sauver. C'est lui qui donne au film son commentaire social. Bell est dépassé par ce qu'est devenu l'Amérique, il rêve d'un temps plus simple, moins violent, où Anton n'aurait pas besoin d'exister, tout en sachant au fond de lui qu'un tel monde est impossible, le pays dont il rêve n'existe pas. Pourquoi on aime tellement les méchants?
Aujourd'hui, on adore un bon vilain. Ils sont de plus en plus en tête d'affiche. Loki, le Joker, la mort du Chapeauté 2, ils rassemblent bien plus les foules que les gentils. Même si Homelander est fondamentalement détestable, on ne peut pas s'empêcher de le regarder. Pourquoi? La réponse facile, c'est que le méchant est souvent plus développé que le héros. C'est lui qui fait avancer l'histoire et qui apporte la morale. À la fin de Matrix, lorsque Neo tue l'agent Smith, il impose sa justice, sa vision du monde. C'est le film qui te dit « le gentil avait raison, c'est pour ça qu'il a gagné ». Ainsi, à l'inverse, les films qui font gagner leurs méchants ont un pari audacieux. Ils proposent une autre morale, moins manichéenne, plus réaliste et parfois plus intéressante. Mais c'est pas tout. Si instinctivement on s'attache au héros, c'est aussi parce qu'on veut se considérer comme quelqu'un de bien, qui fait ce qui est juste même quand les autres ne le font pas. À l'inverse, quand on voit quelqu'un de méchant, on prend de la distance. On ne veut pas lui ressembler car on ne veut pas être une mauvaise personne. En gros, c'est un mécanisme psychologique qui nous empêche de passer notre vie sous antidépresseurs. Sauf qu'au cinéma, les méchants ne sont pas réels. On a donc moins peur de s'identifier à eux. Surtout quand, grâce à son discours, sa mise en scène ou son point de vue, le film nous fait comprendre ses actions. Dans Le Silence des agneaux, c'est ce qui rend Hannibal Lecter si fascinant. Dans la vraie vie, personne ne voudrait ressembler à un criminel cannibale. Mais une fois passé sous le filtre de la fiction, on a moins de mal à le trouver intéressant. Au point de presque souhaiter le voir gagner à la fin du film. Parce qu'au final, c'est la force d'un bon méchant. Il nous permet d'explorer les parties plus sombres de notre cœur et de mieux nous comprendre nous-mêmes. Encore merci à Honkai Star Rail de sponsoriser la vidéo. Téléchargez le jeu en description ou avec le QR code pour une aventure inoubliable et pleine de récompenses. Sur ce, c'était Teromic et Elnox, merci de nous avoir écoutés. Dites-nous si vous voulez plus de vidéos dans ce genre-là. Dites-nous en commentaire quel est votre méchant préféré. À la prochaine.